Pirey, devant 9h50 le matin, avec la gamme Stérimar Rhume, des solutions adaptées à chacun. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de 9h50 le matin, c'est un plaisir de vous retrouver. On commence cette semaine ensemble, nous sommes le 19 novembre, on espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes au chaud, peut-être en ce moment sur le canapé. Et l'équipe qui m'accompagne ce matin est en pleine forme, équipe féminine, vous savez, on aime ça, hein. Carole, Émilie et Sophie. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Ça va Carole? Oh, très bien. Bon, vous Très êtes bien, très bien. ce matin tout en beauté et Merci. dans le ciel, la neige va certainement faire son apparition. Eh bien oui, il paraît, enfin bon, je ne suis pas dans le ciel comme je dis toujours. En attendant, pour l'instant, il fait beau, mais il fait frisquer. Après toute cette semaine de douceur, et bien maintenant le froid gagne la région. Point complet sur la météo dans un instant. Et quand on parle de neige, forcément, on peut penser à Noël. Et pour ça, Émilie a une solution pour trouver les meilleurs jouets qui vont cartonner à Noël. Ouais, surtout que dans les nouveautés ces données, franchement, ça donne envie carrément. Il y a beaucoup de réalité virtuelle, évidemment, mais alors des jeux très très étonnants. Et puis aussi un jeu de tir qui a reçu le prix du jouet 2018 dans sa catégorie. C'est étonnant et ça donne presque envie de faire des enfants, tiens, puisque... Alors la transition est très bien faite puisque ce matin, effectivement, on va s'intéresser au yoga prénatal. Le yoga peut avoir des effets positifs sur la grossesse. Sophie. Et oui, le yoga prénatal, c'est une excellente façon de préparer pour l'accouchement de son bébé. Donc on va voir aujourd'hui avec Fanny, qui est enceinte de 8 mois, comment soulager les douleurs lombaires qui sont fréquentes en fin de grossesse. On voit ça avec vous dans un instant, Sophie. Et puis aujourd'hui débute la 22e semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Il faut savoir qu'en France, le taux de chômage pour les personnes handicapées est 2 fois plus élevé que celui des personnes non handicapées. Nous serons avec Stéphanie Bohin, responsable des opérations de l'Arpège, une association qui accompagne de jeunes élèves et étudiants handicapés dans la réalisation de leurs projets. Voilà pour le sommaire de cette émission. On est très content encore une fois de vous retrouver. On est parti pour un petit peu moins de 52 minutes. Et cette émission ne serait rien sans celle qui nous accompagne évidemment tous les jours. C'est Héloïse. Bonjour Héloïse, vous êtes ce matin au musée de l'imprimerie à Malesherbes dans le Loiret qu'on va donc découvrir avec vous ce matin. Et oui, bonjour Charlie, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez croisé cette information, mais sachez que depuis début novembre, au Canada, il y a des médecins qui prescrivent des journées dans les musées en guise de médicaments à leurs patients. Alors moi, aujourd'hui, je vous propose une énorme cure de vitamine C ici à Malesherbes, à l'atelier musée de l'imprimerie. C'est un tout nouveau musée qui a ouvert ses portes fin septembre, un immense musée superbe. Et quand je dis immense, c'est parce qu'il fait 5000 mètres carrés, il y a plus de 150 machines à découvrir. On se penche ici sur l'histoire de l'imprimerie, bien sûr, l'histoire du livre, l'histoire de la presse aussi. Bref, au minimum, il y en a pour 6 heures à tout découvrir. Évidemment, on n'a pas ce temps-là ce matin à notre disposition. On va essayer de faire vite et de vous montrer un maximum de choses. À tout de suite. Merci beaucoup Héloïse, on revient vers vous dans un instant. Est-ce qu'on pourrait vous faire une prescription ce matin pour votre mal de gorge parce que je sais que vous avez été malade tout le week-end? Mais je suis venue me soigner toute seule ici à Malesherbes. Vous êtes parfaite, on vous retrouve dans un instant Héloïse. Et on parle de prescription ce matin. Il va faire froid. Oui, mais c'est très bien, ça tue les microbes. Ah, bah voilà, parfait. Bon. Alors, les conditions anticycloniques vont faiblir, malheureusement. Après un beau ciel bleu ce matin, cet après-midi, ça va se gâter un petit peu. Avec l'arrivée par le nord-est des nuages, vous le voyez sur la carte. Alors, les températures, eh bien, après avoir donc été supérieures à la normale, cette fois-ci, elles seront inférieures. Ça va piquer un peu et encore plus à cause du vent qui souffle de secteur nord et qui va refroidir même l'atmosphère. 5 degrés cet après-midi à Bourges ou encore à Romorantin et 6 partout ailleurs, vous le voyez. Et puis les nuages donc seront dans un premier temps inoffensifs, mais au fil des heures, eh bien, ils vont nous apporter quoi ? De la neige pour cette nuit. Donc demain matin, nous devrions nous réveiller sous un sol tout blanc. Alors pas de grande quantité, mais quand même de quoi blanchir les sols. Ouais. Les températures demain matin, elles seront frisquettes avec des températures négatives par endroit. 4 à 5 degrés sous la normale. Alors moins 2 degrés, ce sera le plus bas du côté de Romorantin, 0 à Bourges et à Châteauroux, ainsi qu'à Montargis et 1 petit degré du côté de Tours. Et on termine par l'éphéméride.
Nous sommes le lundi 19 novembre, on fête Tanguy et le soleil de plus en plus tôt va disparaître à 17h03. Bonne fête à tous les Tanguy. On va continuer avec la qualité de l'air, Carole. Voilà, qui est très bonne même ce matin, avec un indice de pollution situé à 3 ou 4 sur l'échelle de 1 à 10. Et cette pollution est due aux particules en suspension, autrement dit aux poussières aujourd'hui. Bon, et on termine par des Une belle photos. Une photo. voilà. Une photo, les bords du Loiret. Oh là là. C'était ce week-end. Voilà, très joli. Tant qu'on a des feuilles, on les présente. Voilà. Il y aura peut-être de la neige, donc des photos avec de la neige, c'est possible. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos photos dès maintenant, matinale.centre@francetv.fr. Merci Carole pour ce point complet. Dans un instant, on fera du yoga avec Sophie. Si vous êtes peut-être enceinte et que vous nous regardez, restez avec nous, ça va vous intéresser. Avant ça, Émilie, vous êtes intéressée aux jouets pour Noël et vous avez fait un top 3. Oui, alors au début je m'étais dit, oh non, faire le point sur les jouets à Noël, ça va être trop traditionnel. J'ai mis le nez dans les nouveautés cette année et là je me suis dit, ah, alors là il faut en parler absolument. Alors il y a 2 jeux entre autres de réalité virtuelle qui sont étonnants et puis je garde le meilleur pour la fin, c'est un jeu de tir qui est vraiment la nouveauté, le truc essentiel pour tous les enfants parce qu'ils sont fans de ça, à mettre sous le sapin. En plus vous allez voir côté prix, les 3 sont à peu près gentils. Alors le premier c'est tout pour tous les enfants à partir de 8 ans qui sont fans de voitures et de courses automobiles. Ça s'appelle VR, Real Feel Racing. C'est de la réalité virtuelle. VR, c'est pour réalité virtuelle, justement, Virtual Reality. Dedans, dans le coffret, il y a déjà l'application du jeu qui existe. Alors ça fonctionne comment? On a le casque, bien sûr, de réalité virtuelle, et puis le volant dans le coffret. Dans le casque, on insère un téléphone mobile. C'est lui qui va porter l'application. Du coup, on peut utiliser non seulement l'appli qui est téléchargeable gratuitement grâce au coffret qui est vendu là de course automobile, mais on peut aussi télécharger une centaine d'autres applications pour utiliser le casque de réalité virtuelle qui va du coup pas seulement nous servir pour faire des courses automobiles, mais pour faire tout un tas d'autres jeux en réalité virtuelle. En plus, on peut le faire n'importe où. Il y a un double intérêt. On peut se mettre sur son lit et bien sûr. jouer. Alors on est dans la réalité virtuelle juste avec le casque et l'enfant va pouvoir jouer. Ça donne vraiment de véritables sensations. Le jeu en lui-même de course automobile, voilà, s'assimile à une course de F1. On est vraiment dans la réalité, on va pouvoir piloter, jouer vraiment, accélérer, diriger, freiner, comme si on y était. C'est vraiment sensation forte garantie avec ce casque. Le boîtier prêt à jouer, ça se joue tout seul. Bien sûr, il y a un seul casque et un seul volant. Le boîtier prêt à jouer. Faut pas avoir de frères et sœurs, quoi. Ouais, mais du coup, le boîtier prêt à jouer, c'est à 50 €. Ça va à peu près, je trouve, pour le deal. Sauf que n'oubliez pas les piles d'alimentation, ça c'est comme d'habitude, mais on vous le rappelle dans les magasins. Ça, c'était pour le premier jouet. Premier. Le deuxième, on reste dans la réalité virtuelle et on part dans un tout autre univers, à Jurassic Park. Alors ça s'appelle Jurassic World, mais on est complètement plongé comme dans le film. On devient gardien du domaine et on part sur la piste des dinosaures, complètement plongé dans le milieu à 360 degrés au milieu des créatures préhistoriques. C'est étonnant. C'est à partir de 8 ans également. On reste à l'affût et là, on se dirige et on se protège grâce à une télécommande qui est vendue dans le boîtier avec le casque de réalité virtuelle. Et on doit faire quoi avec les dinosaures, là ? On doit s'en protéger, il y en a qui vont vous attaquer, il y en a, voilà, tout est expliqué. Et puis vous évoluez dans le parc en protégeant le parc, et puis comme dans le film. Moi j'aurais adoré des jeux comme ça. Ça doit être assez étonnant. Et alors là, le coffret, au départ, il est vendu 80 €, mais je l'ai trouvé fouiné sur Internet parce que je l'ai trouvé en promo à 46 € en ce moment, livraison gratuite. Donc cherchez, vous allez voir, il y a des intérêts. Et je vous avais dit, on garde le meilleur pour la fin, ces deux-là étaient déjà pas mal. Oui. Mais celui-là, alors c'est le prix 2018 des jouets dans sa catégorie jeux de tir. Alors vous allez dire, ouh là là, jeux de tir, je n'ai pas envie d'offrir ça à mon enfant. Sauf que si on le voit d'une certaine manière sous l'angle sportif du truc, ça développe la précision, l'esprit tactique, l'esprit de compétition. Et puis ça permet aussi de faire de l'exercice. Pourquoi ? Parce que ce laser game, c'est vraiment ça auquel on va pouvoir jouer à la maison, reproduit le jeu qu'on peut trouver dans les salles de laser game traditionnelles, sauf que là, on va le faire chez soi, entre nous, entre amis. Ça s'appelle Laser Mad, comme fou, M-A-D, je ne sais pas dire ça. Comme vous, quoi. Comme moi. Et ce coffret est équipé pour 2 joueurs. On a
tout l'équipement pour 2 joueurs seulement dans le coffret. Vous avez une portée de tir de 15 à 50 mètres grâce à tout un tas d'accessoires que vous pouvez ajouter aux armes, entre guillemets, voilà, les pistolets. Vous avez 2 modes de tir, normaux, rafale, enfin bref. Vous pouvez jouer, bien sûr, alors là, c'est extensible, hein, à 2, à plusieurs équipes, 1 contre 2, 2 contre 3, 3 contre 3. Vous constituez les équipes que vous voulez, c'est très très libre. Et vous pouvez même poser les cibles sur les murs pour vous entraîner en tirant tout seul sur le mur. Tout ça, bien sûr, c'est vendu dans le coffret prêt à jouer, je vous dis, pour 2 joueurs. Hein. Tout est équipé pour 2 joueurs avec les cibles, etc., à 60 €. Vous n'avez pas encore d'enfant, vous, Émilie? Non. Je sens que ça vous démange, effectivement. Merci beaucoup pour ces jouets. Émilie, on vous retrouve dans un petit instant avec votre fameuse chronique histoire. Mais avant ça, on va retrouver Héloïse, qui est donc au musée de l'imprimerie. Vous êtes à Malesherbes, dans le Loiret. Et on entame la visite avec vous, Héloïse. C'est à vous. Et on entame la visite surtout avec un invité de marque, celui on doit cet atelier musée. Monsieur Maury, bonjour, merci de nous accueillir ici. Alors moi j'ai choisi qu'on s'installe ici avec plein de machines autour de nous parce que c'est ça, le tout début de ce musée, ce sont ces machines. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Alors bonjour et puis bienvenue dans notre musée, j'espère vous avoir très souvent. Voilà. Oui, c'est une collection qu'on a achetée et qui a été la base même de ce musée. C'est un atelier musée dans lequel on fait fabriquer aux visiteurs du papier, on leur fait faire de la calligraphie, on leur fait faire de la marbrure, on leur fait faire de la composition, de l'impression, etc. On leur fait faire plein de choses. Mais évidemment, après, il y a toute l'histoire de l'imprimerie. C'est une histoire qui a plus de 550 années. Donc il y a matière, il y a beaucoup de matière. Oui, il y a une saga extrêmement importante. Gutenberg était un homme fantastique. Victor Hugo disait que l'imprimerie, c'était la mère de toutes les révolutions. Il est bien certain que ça a été une invention extraordinaire qui a permis de développer la connaissance à travers l'humanité. Et ça continue. Le papier a une raison d'être formidable. Et vous, c'est aussi l'histoire de votre vie, l'imprimerie. Fils, petit-fils d'imprimeur, c'est ça le CV? Je suis issu d'une famille d'imprimeurs. J'ai repris une affaire familiale où il y avait 16 personnes. Maintenant, on a 1200 personnes dans le groupe. Uniquement sur le Loiret, on a plus de 700 personnes, ce qui est déjà pas mal. J'ai construit 6 usines, 200 000 mètres carrés, 20 hectares couverts. On a fait les choses comme il fallait le faire, industriellement. On vous repère bien dans la ville quand on arrive. Sur la route. Sur la route de Merangecourt. Racontez-moi un petit peu, ces machines-là, vous avez décidé finalement de les racheter parce qu'elles étaient presque destinées à partir un peu partout dans le monde et à être éparpillées. Oui, c'est ça l'histoire. C'est ça, oui. À la base, c'est une association qui s'appelle Artegraph qui est venue me voir et qui m'a dit: Paul Maury, il faut sauver une collection qui va être vendue au Japon et aux Américains. Alors mon sentiment de nationaliste français a joué d'intérêt et je suis parti dans l'idée que il fallait racheter cette collection. Et puis une fois qu'on a eu cette collection, on s'est dit il faut en faire un musée. Alors ça a été un peu long parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations, mais enfin depuis 3 ans et demi, nous travaillons intensément sur la conception du musée. Et il est prêt. Il est ouvert déjà depuis un mois. On a déjà accueilli plus de 3000 personnes, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, voilà. Et ce n'est que le début. Sans trop de promotion et sans trop d'aide de télévision ou des radios. Mais ça va venir. Vous me dites ça à moi, non, mais je suis ravi de vous avoir en plus. Alors, est-ce qu'on peut déambuler un petit peu, aller les voir, toutes ces machines? Volontiers. Là, on est vraiment au tout début. Ça, c'est après les machines en bois de Gutenberg. On a eu des machines en fonte. Après, il y a eu l'arrivée de la mécanisation qui a permis de faire des cylindres, qui a permis de faire des engrenages, et on a des machines qui sont en fonctionnement. Alors les formats se sont agrandis. De temps de Gutenberg, on imprimait 60 feuilles à l'heure. Ces machines-là permettaient d'imprimer 1500 feuilles à l'heure. Après, le génie humain est sans fin. On a imprimé 1500 feuilles recto verso. On a agrandi les formats. On a fait et à l'heure d'aujourd'hui, on imprime des millions de pages à l'heure puisqu'on imprime à 80 km à l'heure. Donc, si vous voulez, c'est toute cette histoire que nous racontons. Alors, dans quel but tout ça? C'est surtout donner l'accessibilité à la connaissance à tout le monde, avoir des prix très bas, de façon à ce que les gens puissent acheter des livres, acheter des magazines,
et s'instruire, hein, parce que c'est ça toute l'histoire. Et alors justement, on a des allées qui expliquent l'histoire de la presse, depuis Théophraste Renaudot jusqu'à Closer, jusqu'au dernier OO1 de Fottorino, mais en même temps, on a aussi toute l'histoire du livre, des livres imprimés. Et c'est une saga énorme, puisque de toute manière, dans le livre, il y a plusieurs spécialités. Vous avez le livre de littérature générale, vous avez le livre de poche, vous avez les bandes dessinées, vous avez les dictionnaires, vous avez les atlas, etc. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de raconter. Et un mot sur votre sentiment à vous, quand vous voyez ces lieux, quand ils ont ouvert là au mois de septembre, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je sais pas, il y a de la fierté, il y a du soulagement de se dire qu'on va transmettre un petit peu tout ce que... Beaucoup de modestie, d'abord, premièrement. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait, parce que tous les jours, on remet tout en question. Hein. C'est le but même de l'entrepreneur. Il est jamais tout... Rien n'est finalisé. Mais quand je vois quand même le bonheur qu'on apporte aux enfants qui viennent, aux parents, etc., on a quand même des choses à dire. Et dans ce musée, il y a de l'intérêt qui est ici, quoi. Bon, et voilà, c'est vraiment important, quoi. Exactement. Merci beaucoup. Vous m'avez fait une super intro parce que vous nous avez parlé d'un peu tout ce qu'on va voir pendant cette émission. Donc, merci beaucoup. Et à tout de suite, on a d'autres choses à vous montrer. Oui, à tout de suite, Héloïse. On est pressé de faire cette visite, de continuer cette visite avec vous. Avant ça, vous le savez, régulièrement dans cette émission, on ouvre une page bien-être et on l'ouvre ce matin avec Sophie, notre prof de yoga. Et Sophie, on s'intéresse ce matin à toutes les femmes qui sont peut-être en fin de grossesse, puisque le yoga prénatal peut aider dans une fin de grossesse, c'est ça ? Oui, ça permet de préparer à l'accouchement, notamment avec la respiration, on fait des visualisations. Ça permet de détendre pour celles qui sont un peu stressées au moment qu'on arrive à la fin de la grossesse. Et puis, ça permet aussi de muscler, parce que pourquoi ne pas se muscler aussi pendant qu'on est enceinte ? Alors, on muscle les jambes, on muscle les bras, et puis ça permet de faire quelque chose, de prendre un temps pour soi aussi, pour son bébé. Et comme personne n'est enceinte sur ce plateau, vous l'avez remarqué, on a fait appel à Fanny, qui est enceinte de 8 mois, un petit peu plus de 8 mois. On va l'accueillir. Bienvenue, Fanny, sur le plateau de 9h50 le matin. Et donc, avec Sophie, on va découvrir ces exercices qui vont aider beaucoup de femmes en fin de grossesse. Donc, pendant la grossesse, on va respirer un peu différemment. Pendant les cours de yoga prénatal, moi j'ai une respiration qui est un petit peu particulière par rapport à mes cours de yoga classiques. On va travailler beaucoup plus la respiration avec le périnée. Donc on va prendre un engagement du périnée sur l'expiration. Donc ça va être une inspiration. Donc Fanny va juste placer ses mains sur les genoux, redresser son dos. Tout d'abord, juste la respiration, Fanny, sans rien changer. On va juste respirer. Donc l'inspire va être passif par le nez. Et l'expire, on va engager le périnée sur toute l'expiration. Puis vient l'inspiration qui redevient passive. Donc ça va être la respiration qu'on va faire pendant toutes les postures. On va préparer trois postures qui vont soulager le bas du dos. Notamment en fin de grossesse, il y a beaucoup de douleurs lombaires puisque le ventre commence à prendre de l'ampleur et commence à tirer vers l'avant. Donc le premier exercice, on va venir placer les mains sur les genoux et les doigts vont pointer vers le ventre. Et là, ce que Fanny va chercher à faire, c'est à pousser le bas du dos vers l'arrière, donc à arrondir le bas du dos pour créer de l'espace entre les vertèbres et puis soulager cette cambrure qui est vraiment très intense et qui provoque ces douleurs. Donc là, on reste 3 à 5 respirations et puis on vient relâcher vers l'avant. Voilà. Le deuxième exercice, elle va venir placer les mains derrière, le bout des doigts au sol. Super. Et puis ici, on va chercher à creuser. On va creuser le haut du dos, donc pas le bas du dos, puisqu'on ne cherche pas à créer cette cambrure, mais elle va creuser vraiment ici, entre les omoplates. Elle va ouvrir sa poitrine, les épaules vont reculer. Très bien, elle peut regarder droit devant, fermer les yeux. Et pareil, on va faire 3 à 5 respirations dans cette posture. Donc les omoplates vont se rapprocher et les pointes des omoplates vont redescendre vers le sol. Voilà, on creuse le dos. Et notre dernière posture, donc elle va venir placer les mains sur les épaules, les coudes sont parallèles au sol, et là on va chercher à arrondir le haut du dos. Donc c'est la contre-posture de ce qu'on a fait avant, où on a creusé, ici on cherche à arrondir. Donc en faisant posture et contre-posture, on mobilise la colonne, on fait une mobilité importante sur la colonne vertébrale et ça permet de relâcher et de soulager les douleurs dans le dos.
Et voilà. Et ça, ce sont des exercices qu'il faut faire régulièrement? Alors ça peut être fait tous les jours. Ça peut être fait quand on a mal au dos, quand on sent vraiment qu'on a des douleurs. Alors souvent en fin de journée, les femmes enceintes peuvent faire ces 3 exercices que moi je pratique à chaque début de mes cours. Comme ça, elles ont cet enchaînement en tête et voilà, elles peuvent faire à la maison. Merci beaucoup Sophie, merci Fanny également. On rappelle que Fanny, vous êtes enceinte d'un petit peu plus de 8 mois. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement, puis félicitations encore une fois. Merci beaucoup Sophie. Voilà, moi j'étais en train de faire les exercices en même temps, mais je me suis aperçu que j'avais pas de périnée finalement, donc ça ne servait absolument à rien. Merci Sophie, on va retrouver Héloïse qui est toujours au musée de l'imprimerie à Malesherbes dans le Loiret. On continue la visite, Héloïse. Et oui, et je suis avec Jean-Marc Providence qui va nous parler de l'histoire du livre, parce qu'en plus de parler de l'histoire de l'imprimerie, on ne peut pas éviter le sujet de l'histoire du livre, forcément. Et là, on a en fait tout un tas de documents extrêmement précieux et rares, finalement. Précieux et pas toujours. L'idée, c'était vraiment de faire plutôt une histoire culturelle que de faire une histoire pour les bibliophiles. C'est qu'on se souvienne ensemble de cette histoire du livre, les livres qui ont eu des chiffres de publication incroyables, qui ont marqué une époque et qui font partie des représentations collectives. Et je précise aussi que tout au long, finalement, là, de cette allée consacrée au livre, vous disiez des livres qui ne sont pas forcément rares, c'est-à-dire qu'il y en a aussi qu'on peut attraper, qu'on peut feuilleter, qu'on peut lire, on peut se poser dans un coin et rester un petit peu. C'est exactement ça, l'histoire culturelle, c'est aussi pouvoir feuilleter. C'est un musée à feuilleter. Exactement. Alors justement, là on a de très jolies choses sous nos yeux. Ce sont ce qu'on appelle les best-sellers, c'est ça? Ce sont les best-sellers ou le début des best-sellers inventés au 19e siècle. Le premier, sans doute, c'était Eugène Sue, qui était un feuilletoniste, et le feuilleton a aidé à ce qu'il y ait un grand succès littéraire. Ce sont des tirages qui frôlent ou qui dépassent parfois les 100 000 exemplaires. Et pour l'époque, c'est énorme. Oui, on a des auteurs qui sont réédités sans arrêt, et c'est évidemment le cas de La Fontaine, avec ici un livre un peu étonnant. C'est une édition qui date de 1900, qui a été éditée au Japon avec un illustrateur japonais. On voit le corbeau et le renard vus par un illustrateur japonais, et à côté Benjamin Rabier ou d'autres illustrateurs. Et la particularité de La Fontaine, c'est qu'il a été réédité tout au long du 19e siècle. Donc du coup, des chiffres de tirage relativement importants. Dans la série du grand best-seller, il y a ce Quo Vadis que tout le monde a oublié, mais ça a été un prix Nobel de littérature. Cet auteur est l'auteur d'un seul livre. Il s'appelle Henryk Sienkiewicz. J'étais ravi que ce soit vous qui le disiez. Il a écrit d'autres livres qui n'ont connu aucun succès. Et puis évidemment, on retrouve les Dumas, les Victor Hugo, les Misérables, qui lui aussi atteindra des chiffres importants. On a bien sûr Jules Verne. Jules Verne qui ne connaîtra pas des chiffres de tirage tout de suite importants. Il faudra qu'il y ait des éditions populaires pour que les choses se dessinent réellement. Ici, on ne peut pas s'empêcher de parler des livres les plus lus, les 20 livres les plus lus dans le monde. Ici, on est plutôt sur l'histoire des livres religieux, avec des choses étonnantes. Ici, La vie de Jésus d'Ernest Renan, qui a été vraiment, lui, un best-seller de ce 19e siècle, avec une lecture positiviste de l'histoire des religions. Des éléments un peu étonnants qui sont ici. On arrive avec les guides touristiques. Les guides touristiques, on peut s'arrêter 3 secondes sur le guide Michelin, le premier guide Michelin, l'édition de 1900. Le guide Michelin, à l'origine, était non pas vendu, mais donné à toute personne qui achetait un pneu. Et à l'époque, on achetait beaucoup plus de pneus de vélo que de pneus de voiture. Et c'est seulement en 1935 que le guide Michelin sera vendu. Et aujourd'hui, on estime environ 35 millions d'exemplaires le nombre d'ouvrages vendus. Ça, c'est un sacré best-seller. Je voulais qu'on termine. On ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce convoyeur de livres. Je voulais quand même qu'on termine sur la toute première BD, parce que là, on est côté BD, comme quoi on passe vraiment du livre religieux à la BD. On fait de sacrés grand écart, mais ça, c'est la toute première BD. C'est la toute première BD. Elle date de quand? Elle est datée de 1827. Celle-ci est de 1831, parce que c'est la première fois qu'apparaît un personnage récurrent dans une bande dessinée. C'est Monsieur Jabot, qui était un demi-mondain qui cherchait à s'immiscer dans le grand monde, sorte de pique-assiette à l'ancienne. D'accord. Et l'auteur de cette BD, c'est Rodolphe Töpffer. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marc. On a d'autres choses à vous faire découvrir. On va passer du côté de l'allée Sion et on vous retrouve dans un petit moment.
A tout de suite, Héloïse, nous on va parler de cinéma maintenant. Carole, je sais que vous allez souvent au cinéma. Ah oui, très très souvent. Le dernier film vu, c'est Bohemian Rhapsody. oui, qui est Hier. un très beau film. Voilà, on en sait plus sur la vie de Carole. Et vous aurez l'occasion de retourner peut-être au cinéma ce mercredi 21 novembre avec la sortie de Mauvaises Herbes. C'est le nouveau film de l'humoriste et réalisateur Kairon. On se souvient de Nous trois ou rien, nommé pour le César du meilleur premier film en 2016. Et bien cette fois-ci, c'est une comédie humaine, sensible, Mauvaises Herbes, beaucoup d'humour, un casting 5 étoiles. J'ai eu la chance de le rencontrer lors de sa venue. C'était dans le centre-ville d'Orléans, au cinéma Pathé. Regardez. Bonjour Kairon. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes pour Plaisir. 9h50 le matin sur France 3 Centre-Val de Loire. On connaissait le Kairon seul sur scène, humoriste. On a découvert le Kairon réalisateur en 2015 Ouais. avec ton film Nous trois ou rien. Nous trois ou rien. Et tu reviens avec Mauvaises Herbes Exactement. cette année. C'est quoi le pitch? Le pitch rapide, je suis parti de la phrase de Victor Hugo. Il n'y a pas de mauvaises herbes comme il n'y a pas de mauvais hommes, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Et je suis parti de cette phrase-là, donc c'est un film sur la rédemption, c'est un film sur la transmission, sur le fait de ne pas juger quelqu'un, de ne pas juger un livre à sa couverture. Et j'y ai mis voilà, toute mon énergie, tout ce que j'aime, l'humour, le drame, la comédie, la profondeur. C'est une comédie humaine, j'ai envie de dire moi. Oui, bah, Quand j'ai vu ce film-là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de sensibilité et pour moi c'est une comédie humaine. Bah, merci. Non mais c'est ça touche énormément, ça touche énormément. Vas-y, t'en parles mieux que moi, non mais c'est très bien. Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent. On va voir comment ils s'en sortent. Il a de la ressource. Moi, je vais vous apprendre des vrais trucs qui vont vous servir dans la vraie vie. Brossez-vous les dents. Les esclaves, à l'époque, c'était en fonction de leurs dents qu'on décidait s'ils restaient en vie ou si on les tuait. Surtout toi. On sait jamais. Ils vous ont déjà eu une fois, ça peut se reproduire. Moi, j'ai été éducateur, je me suis retrouvé à la place de mon personnage, à un moment donné, dans un sentiment de fraude, de devoir travailler avec des enfants en difficulté alors qu'on n'est pas spécialisé de ça. Et Parce que du jour au lendemain, Well, ton personnage se retrouve éducateur de jeunes sensibles de la banlieue parisienne et il doit les faire revenir chaque jour. Ouais. Et ça je l'ai vécu. Ça je l'ai vécu et moi j'utilisais mon bagou, ma tchatch, j'étais humoriste à l'époque. Et avec ce décalage-là, il y a des choses que j'étais pas aussi expérimenté que quelqu'un dont c'est le métier. Donc du coup, je faisais autrement. Et parfois, ce autrement-là réussissait malgré tout. On a vu des miracles, on a sauvé des gamins, il y a des situations incroyables, des histoires où des gamins étaient complètement perdus. Et aujourd'hui, je les croise et je suis hyper fier d'eux parce qu'on a réussi à les faire s'accrocher à quelque chose. Moi, je suis pas doué pour parler aux gens. Ça s'apprend. Jimmy, pourquoi tu veux pas parler? Si moi parlais, enfant rigolait moi. N'oublie pas qu'un enfant qui cause des problèmes, c'est avant tout un enfant qui a des problèmes. Vous avez envie qu'il reste jusqu'à la fin du stage? Oui. Ah oui. Si je le remplaçais? Non. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à devenir un bon éducateur. Peut-être que je me trompe, attention, c'est sans prétention. Je pense que tu as quelque chose en toi et qu'il faut le développer. Chacun avec sa manière, avec sa méthode. C'est une fibre que tu as ou pas, mais je suis vraiment convaincu. Moi, j'étais pas éducateur, j'avais pas les méthodes, mais j'étais très observateur, par exemple. L'humour, je connais bien. En faisant rire quelqu'un, on le désarme. Et j'ai réussi à obtenir des aveux, des confessions, des choses que certains adultes n'arrivaient pas à obtenir avec ces gamins-là parce qu'ils n'avaient pas le bon dialogue. Et moi, de par la scène, j'arrivais à les obtenir. Et c'est comme ça que j'ai pu les aider. Et eux, en étant eux-mêmes, en répondant, en me livrant ces choses-là, en m'ouvrant l'esprit sur des choses que je ne pouvais pas soupçonner, des drames que je ne pouvais pas imaginer, ils m'ont aussi éduqué. Et le soir, dans mes spectacles, je me servais de ce truc d'observation pour commencer à observer le public. J'ai trouvé mon style grâce à ces petits en fait. Ils sont marrants, ils sont vifs, ils souffrent et en même temps ils lâchent rien. Ça me rappelle quelqu'un. C'est une question de mentalité. Si tu leur donnes ce qu'il y a de mieux, ils voudront être ce qu'il y a de mieux. Tu sais Monique, je te le dis pas assez, mais tout ce que ça fait pour moi, c'est pas quelque chose que j'oublie. Et il y a un très beau casting en plus, casting 3 étoiles, André Dussolier, il y a Catherine Deneuve qui est improbable dans le film. Il y a une scène assez incroyable, on est d'accord. Déguisée de façon très... Ah ouais, c'est ça que j'aime, c'est faire des contre-pieds, c'est prendre Catherine Deneuve et la mettre là où on n'imagine pas. Et je suis très fier parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aux avant-premières qui sont fans de Catherine Deneuve, souvent des personnes âgées, qui sont fans de Catherine Deneuve et qui me disent à la fin on est très contents, on suit sa carrière depuis le début, on l'a jamais vue comme ça.
Et je suis très fier, une comédienne qui a une centaine de films à son actif, de réussir à avoir fait quelque chose de différent avec elle. Et comment tu as réussi à les faire venir dans ton film? Avec le scénario, tout simplement. Ils ont lu le scénario et ils ont eu envie de bosser avec moi et j'en suis très satisfait. Ils avaient vu Nous 3 ou Rien aussi. Et les deux sont venus avec beaucoup d'énergie. C'était super. Bon. Merci en tout cas de nous avoir Avec plaisir. accordé quelques minutes. C'est une émission du matin, 9h50 le matin, c'est tous les matins. Est-ce que Kairon est du matin ou plus du soir? Non, Kairon il est de 11h midi. Parce que comme je suis sur scène à 21h30, mon moment phare de la journée, le moment où je dois avoir le plus de patates, ça doit être entre 21h30 et 22h30. Donc ça décale toute ma journée de plusieurs heures. Parce qu'aucun actif réel dans la vie est au top à 22h et claqué au bureau. Donc moi je décale de 5-6 heures ma journée. Bon, merci. C'est un plaisir. Bon courage pour cette première le 21 novembre. Avec plaisir. Et merci qui? Non, répondez pas. Merci les gars. Merci Kairon. Et merci Kairon, donc qu'on retrouve le 21 novembre, mercredi, pour Mauvaises Herbes. Merci Sophie, merci Carole. On vous retrouve Carole demain pour d'autres prévisions. Puis on retrouve Héloïse qui est toujours dans cette visite de l'imprimerie Malesherbes dans le Loiret. Oui, de l'atelier musée de l'imprimerie. Et là, on va vous parler un petit peu de Balzac. Alors pourquoi on parle de Balzac ici ? Balzac a eu l'étrange idée de devenir imprimeur. Il n'avait pas un succès important, il écrivait des livres qui n'avaient pas beaucoup de succès. Et donc il a acheté en 1826 une imprimerie à Paris, rue du Marais, qui est devenue la rue Visconti. Et il pensait vraiment qu'il s'en était fini de l'homme de lettres et qu'il allait devenir un homme de lettres de plomb. 2 ans plus tard, la chute a été assez terrible. Il s'est endetté pour le reste de sa vie et a dû écrire des dizaines et des dizaines d'ouvrages, notamment cette grande série qui est La Comédie humaine. Et à la fin de sa vie, il n'avait toujours pas remboursé ses dettes. D'accord, c'est-à-dire que le grand Balzac qu'on connaît, le grand auteur qu'on connaît, c'était un auteur un peu forcé parce que finalement, il a dû écrire pour éponger ses dettes. L'homme avait une relation assez particulière à l'argent. C'était vraiment un moteur pour lui. Et il a changé de cheval en cours de route. Il est devenu un forçat des lettres après avoir pensé qu'il était un homme de lettres de plomb plutôt qu'un homme de lettres. D'accord. Alors là, on est dans un espace où finalement, on avance un petit peu au cours de l'histoire. Qu'est-ce qu'on découvre? Ce sont plein de petits théâtres, en fait. C'est comme ça que vous appelez cette allée. Nous les appelons effectivement à chaque fois. C'est une histoire particulière. Là, c'est l'histoire de 2 imprimeurs résistants que sont Henri Chapnik et Maurice Glaise. Le second était communiste, le premier juif, et tous les deux ont été des imprimeurs clandestins. Et cette évocation, elle est surtout une façon de rappeler la place qu'a tenue ou qu'ont tenu les imprimeurs clandestins durant la Seconde Guerre mondiale. Qui a été une place majeure, en fait. Au moment de la Libération, la presse de la Résistance tenait autant de place en quantité que la presse du gouvernement de Vichy. Et donc ça a été tout à fait déterminant pour que se prospèrent des messages qui n'étaient pas ceux du régime de Vichy, pour ne pas dire du régime nazi. C'est ça. Alors là, on entre dans un autre espace avec un immense écran. C'est super. Là, je dirais, on a l'impression de souffler un petit peu. Là, c'est quoi? C'est l'imprimerie et la place de l'imprimerie au cinéma, c'est ça? C'est exactement ça. C'est les représentations de l'imprimerie au cinéma, avec une quinzaine de films qui sont présentés ici, mais évidemment des extraits, où on voit l'importance que ça a tenu à la fois dans les thrillers politiques, avec le rôle du journaliste qui s'oppose aux forces de l'argent, et une fois que la presse est lancée, rien ne peut plus l'arrêter. Mais il y a aussi, et là on le voit avec DiCaprio, tout ce qui est lié aux faussaires, la fausse monnaie, les faux billets, mais des choses étonnantes. René Clair, là, Bernard Blier, l'école buissonnière, c'est la méthode Freinet qui arrive dans les écoles et où on apprend à lire et à écrire en utilisant l'imprimerie, puisque ça faisait partie des méthodes pédagogiques de Freinet. Ouais, finalement, on passe sur plein de thématiques très différentes. Ici, on arrive sur la lithographie. C'est un bel espace. Ça aussi, c'est vraiment superbe. Et là, ça, c'est une petite histoire de l'histoire de l'imprimerie. C'est un petit morceau, finalement. Une technique particulière, qui a joué un grand rôle pour les artistes, puisque pour la première fois, les artistes peuvent eux-mêmes intervenir sur la pierre lithographique. Derrière, c'est cette grande bibliothèque de pierre et le procédé de l'offset et de la lithographie, l'offset débouchant étant un débouché de la litho, c'est ce travail sur la pierre au crayon gras, opposition du gras et répulsion entre le gras et l'eau, et la possibilité de dessiner directement sur la pierre. À l'envers, certes, mais de dessiner directement. On
fait un dernier petit saut juste à côté parce que moi je tenais absolument à ce qu'on montre Petit ça. théâtre scientifique. Oui, et parce que là on se rend compte qu'il y a de la manipulation. Là les gens vont pouvoir intervenir. C'est quoi cette histoire qu'on raconte ici? L'histoire qu'on raconte ici, c'est tout simplement essayer de comprendre la décomposition de la lumière. On a l'expérience de Newton, on joue avec le prisme ici et on voit les différentes couleurs. En fait, c'est l'arc-en-ciel qui est ici exposé. Ce n'est pas une goutte d'eau, mais un prisme. Donc on a cette décomposition de la lumière. Et puis, évidemment, vous le savez, la quadrichromie. Alors, si vous me laissez aller jusqu'ici, je vais vous montrer en 4 pages comment fonctionne la quadrichromie. Un peu de noir, un peu de jaune, un peu de rouge, un peu de bleu, et d'un seul coup, on a la couleur. Donc, c'est vraiment le procédé important en imprimerie. C'est comment, avec 4 couleurs, on est capable de reproduire l'ensemble des couleurs. Et donc, pour les plus scientifiques, on peut rentrer dans la synthèse additive, la synthèse soustractive, les systèmes de trame qui permettent d'avoir une netteté plus ou moins grande de l'image. Et ici, on a même joué avec la Joconde pour tramer la Joconde. Merci beaucoup. Allez, on vous rend l'antenne parce qu'on vous pique beaucoup de temps. J'en suis consciente, mais on a tellement de choses à vous montrer. À tout de suite, Charlie. À tout de suite, Héloïse. Vous inquiétez pas, c'est vrai que c'est très intéressant. On visite donc avec vous cet atelier de musée de l'imprimerie. Ce matin, on va accueillir notre invitée, Stéphanie Bohin. Bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin. Vous êtes responsable des opérations à l'Arpège, qui est une association qui accompagne la réalisation des projets d'études de jeunes élèves et étudiants handicapés. Toute cette semaine, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a pas mal de choses mises en place, notamment dans la région. Et c'est toute l'année que vous travaillez, évidemment. On voit ça avec vous dans un instant. Avant ça, Émilie revisite l'histoire et on s'intéresse à Jeanne d'Arc. On croyait connaître Jeanne d'Arc, mais les historiens ont révisé un peu son histoire, c'est ça? Alors j'entends des voix me dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jeanne d'Arc n'aurait été ni bergère, ni modeste, ni pucelle, ni mystique ?» C'est courant dans le langage politique, le ni-ni. D'ailleurs, depuis Mitterrand, ça nous a servi à expliquer pas mal de trucs, sauf qu'au final, on doit toujours faire avec, comme si on était sans plomb dans notre cervelle. Oui, alors j'entends ces voix se soulever. Alors avant que des hommes en blouse blanche viennent me soulever, moi, pour traiter ma prétendue schizophrénie, sachez que c'est on ne peut plus sérieux. Et je cite Marcel Gay, un journaliste qui a mené l'enquête avec un ancien membre des services secrets. L'affaire Jeanne d'Arc, c'est la plus grande opération des services secrets de tous les temps. Jeanne, c'est la première James Bond girl, c'est la Mata Hari du Moyen-Âge. L'opération diplomatique a été menée et organisée de toutes pièces par une femme brillante. Elle s'appelle Yolande d'Anjou, elle était duchesse de Lorraine. C'est elle qui a donné à Jeanne le rôle de sa vie. On aurait pu filer à Yolande 10% d'ailleurs pour ce coup-là. À l'époque, 2 rois voulaient le royaume de la France, un Anglais et un Français. Comme ils étaient tous les deux de droit divin, le seul capable de les départager, limite, c'était Dieu. Alors, Yolande a imaginé cette idée géniale de créer un personnage qui viendrait porter la parole du Saint-Père. C'est là que Jeanne allait incarner ce personnage-là. Alors, autant dire que le rôle d'une bergère pour Jeanne, c'était carrément un rôle de composition, parce qu'en fait, elle était princesse d'Orléans. Oui, Jeanne d'Arc, c'est la fille de l'ancienne reine Isabeau de Bavière que Isabeau a eu avec le frère de son mari, en fait. C'est toujours compliqué, ces histoires, c'est les feux de l'amour. Oui, un peu. Elle est née à Paris, en fait, Jeanne. Elle a reçu une bonne éducation, elle monte super bien à cheval, elle parle un français impeccable, elle manie les armes. D'ailleurs, ce français impeccable, ça lui a permis de s'adresser au roi Charles VII, évidemment. Toutes ces compétences-là, elle n'aurait pas pu y prétendre en tant que jeune bergère, surtout de manière innée à l'époque. Ça aurait été impossible. Alors, la suite, vous la connaissez, ça c'est vrai, Brexit, les Anglais, mais il n'y a pas de mais, Teresa. Jeanne est forte tête avec ça, genre fémène, vous voyez. Alors, sans dévoiler ses seins non plus, en tout cas pas ceux-là. Elle détestait par exemple les gourgandines. Et un jour où elle logeait à Gien, elle en a aperçu une dans la rue et vous savez, elle est passée derrière et elle lui a donné un grand coup d'épée, tellement fort que l'épée s'est cassée. Vous imaginez un petit peu, elle était costaud, hein, Jeanne. C'est d'ailleurs à elle que l'on doit l'expression « mettre la pâtée ». Et oui, elle menait le combat à Pâté, dans le Loiret, un village dans le Loiret, et elle a tellement superbement gagné la bataille que depuis, on a inventé cette formule pour symboliser
symbolisait le fait d'écraser littéralement son adversaire. Alors bon, la fin atroce sur le bûcher, tout ça, vous imaginez bien que Yolande, notre agent de star, n'allait pas sacrifier sa comédienne. Hein. Donc pour ça, on a collé une cagoule sur une prisonnière à l'époque qui est passée sur le bûcher. Jeanne, après, épousera Robert des Armoires. Elle n'aura pas d'enfant, elle mourra une 40aine d'années près de Nancy. Alors on ne sait pas trop de quoi, mais comme Jeanne était une rapide, je pense qu'aujourd'hui, elle aurait pu éviter de se faire faucher sur un passage piéton. Vous avez vu ça le mois dernier, le chiffre qui est sorti, 60 piétons tués en France. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Comme quoi, être au chômage devient dangereux dans la conjoncture actuelle. En traversant trop souvent la rue, on augmente son taux de mortalité. À moins qu'on apprenne à s'écouter un peu plus les uns et les autres pour que nos cœurs battent en mesure au rythme de notre époque. Un peu speed, c'est vrai, mais ça donne ça aussi. Elle est parfaite. Tous les jours, elle nous fait rêver, Émilie, avec ses chroniques. Merci beaucoup, Émilie, pour cette chronique sur Jeanne d'Arc. Et nous aussi, on en connaît beaucoup de gourgandines. On va aller voir Héloïse, qui est ce matin à l'atelier musée de l'imprimerie. Héloïse, vous êtes à Malesherbes, dans le Loiret. On continue la visite avec vous. Oui, et j'arrête pas de vous dire depuis le début de cette émission qu'un peu partout on peut toucher, participer. Et ben justement, on s'y colle avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On Voilà, va faire un peu de papier. Voilà, une feuille de papier. D'accord. Voilà. Alors vous êtes un ancien de l'imprimerie Maury et vous êtes venu travailler ici au musée. Exactement. C'est ça. Quand le projet s'est profilé, du coup, j'ai pris le sens et je suis venu au musée. Et alors pourquoi vous avez fait ça? Pour changer un peu aussi, pour voir autre chose, un nouveau défi quelque part aussi. Et puis partagez tout ce que vous savez sur l'imprimerie et sur le papier. Alors allons-y. Qu'est-ce que vous m'avez préparé là dans cette bassine? Dans cette bassine, il y a de l'eau, de la cellulose de bois, et puis on a mélangé avec un petit peu de colle, de façon à pouvoir imperméabiliser le papier pour pouvoir écrire ou imprimer dessus. D'accord. Donc là, je vais fabriquer une feuille de papier. Voilà, j'ai besoin juste d'un cadre composé de 2 éléments. Oui. Un châssis et donc le cadre qui D'accord. va définir le format de la feuille. D'accord. Je vais plonger la forme dans la bassine. Je vais lever une feuille comme ça. D'accord. Ensuite, je l'égoutte. Ouais, on voit bien que ça y est, c'est constitué. Hein. La fibre, elle est agglomérée en quelque sorte, c'est ça? Exactement. Ok. Voilà, et la feuille de papier. Et ensuite, je vais la coucher sur un feutre. Et donc ça, vous le faites faire aux enfants, en fait, Voilà. quand ils viennent. Exactement. Ah oui. Donc là, elle est pleine d'eau. J'imagine qu'il y a d'autres Là, il y étapes a après. encore 80% d'eau dans cette feuille. Donc ensuite, quand on en a une vingtaine, on a une phase de pressage qui va expurger l'excédent d'eau. Et après le pressage, ça va sécher toute la nuit. D'accord. Et le lendemain matin, on va calendrer la feuille de façon à la rendre lisse. D'accord, ça se passe sur cette machine Voilà, là-bas. ça se passe sur la machine là-bas. D'accord. On va l'aplatir, quoi, Exactement, en on va aplatir toutes les fibres. fait. D'accord. Et ça va donner une feuille sur laquelle on va pouvoir écrire après. Alors oui, Ça, parce c'est que la ça, feuille c'est la brute. feuille séchée, Voilà, ça, mais c'est qui est, la feuille qui est un séchée. peu cabossée, Voilà, quoi, en exactement, fait. avec l'humidité et puis l'air ambiant, c'est ce que ça fait. D'accord. Et ensuite, on a la feuille sur laquelle, qui est beaucoup plus Ah lisse, oui, sur laquelle voilà. on va pouvoir écrire. D'accord. Alors, justement, est-ce que c'est sur ces feuilles-là qu'on fait un peu de marbre? Ça, c'est Non, un autre... pas du tout, pas parce du que comme la feuille c'est gorgé d'eau, et que là il y a de l'eau aussi, donc ouais. ça ferait dissoudre la feuille. D'accord, donc là, c'est quoi la marbrure? Donc là, le mélange, c'est ça. La marbrure, c'est ce qui est fait ici. Hop, je me permets, je fais comme chez moi, mais parce que voilà, on utilisait ça, c'est très parlant. sur les reliures et sur les pages de garde. Mais oui. Les pages de garde aussi, comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est un procédé qu'on peut faire ici, en Voilà, fait. ça c'est une vieille technique qui était au Japon au XIIe siècle. Ok. Donc ici, on le fait simplement avec de l'eau, du lait en poudre. Comme il faut un petit corps gras un peu pour pouvoir déposer les gouttes d'encre. D'accord. Ensuite, on choisit des couleurs Ok. qu'on va venir déposer sur la surface. Donc il y a des formes qui sont en train de se créer là. Mais Voilà, elles sont en train de se disloquer. C'est ça. En fait. Alors selon les couleurs, ça se disloque plus ou moins. Exactement, ça n'a pas la même réaction entre elles. Ouais. Et à partir de là, on va pouvoir créer notre œuvre d'art. Voilà, et puis à partir de là, on va prendre un pinceau et puis on va venir un peu faire des dessins sur toute la surface de l'eau. D'accord. Alors j'imagine qu'on peut aussi faire des formes, etc. Bon, selon le degré de maîtrise. Voilà, exactement. de Après, tout ça. si on a une autre solution, on prend de la gomme et sur laquelle on va pouvoir déposer des gouttes, comme le procédé turc. Et puis on peut vraiment venir sculpter. C'est ça. Sur la goutte d'encre qu'on a déposée, on va pouvoir faire du feuillage, on va pouvoir faire des fleurs. Donc, et voilà, on passe la feuille, ça vous dit? Voilà, on peut faire la feuille directement. Hop.
Voilà. On vous montre juste ça et on vous rend tout de suite l'antenne. Regardez comment ça va. Voilà. Et après, on sort la feuille et ça donne ça. C'est fou. Super, merci beaucoup Daniel. Merci. Vous avez vu, je trouve ça assez dingue parce que finalement, regardez, on est passé de ce qu'il y avait là et tout a été transféré ici. Imaginez toutes les possibilités qu'on a, on peut s'éclater pendant un petit moment ici. A tout de suite Héloïse, on revient vers vous dans un petit instant. On s'intéresse, nous, à la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça commence aujourd'hui jusqu'à donc, la fin de la semaine avec Stéphanie Bouin. Vous êtes responsable des opérations à l'Arpège, qui est une association qui accompagne la réalisation des projets d'études de jeunes élèves et étudiants handicapés. Il y a un chiffre que moi j'ai trouvé. En France, le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois plus élevé que celui des personnes non handicapées. Comment on explique ça ? Alors, il y a beaucoup de critères pour expliquer cette situation, mais un des critères principaux, c'est le critère de la formation. Les personnes en situation de handicap ne sont pas assez formées, ou en tout cas vont pour très peu au-delà des études supérieures, au-delà du bac. C'est l'un de vos objectifs, du coup, à l'Arpège, d'amener ces jeunes à trouver un emploi ou à s'insérer dans l'entreprise ? Oui, nous, on intervient vraiment en amont. Et l'idée, c'est de développer des actions à destination des jeunes à partir de la 3e jusqu'à la fin des études supérieures et par la rencontre avec des employeurs, de pouvoir ouvrir le champ des possibles et avancer au fur et à mesure dans le parcours de formation et à terme s'insérer professionnellement un peu plus facilement. Pour quelles raisons ils sont éventuellement moins formés ? Par manque d'information ? Parce que les lieux de formation ne sont pas équipés pour les accueillir ? Alors avant la loi de 2005, effectivement, les jeunes étaient en situation de handicap, souvent étaient dans des instituts spécialisés ou en tout cas n'étaient pas forcément peut-être suivis. La loi de 2005 a indiqué que les jeunes devaient être scolarisés selon la carte scolaire en milieu ordinaire, donc dans tous les établissements de formation. Et donc ce qui fait qu'on a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui sont scolarisés dans les établissements de formation grâce à un gros travail des académies du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Alors, ça fait 10 ans que l'association existe. Vous avez été créée en 2008. Quelles sont aujourd'hui les écoles ou les universités ou peut-être les entreprises qui vous suivent ? Alors, on a près de 80 employeurs qui sont membres de l'association et qui participent donc aux actions qu'on développe, donc des visites d'entreprise, comme aujourd'hui, par exemple, dans vos locaux. On a un groupe de collégiens du collège Alain Fournier et du collège de l'Orbelière qui sont présents et qui viennent aujourd'hui découvrir les métiers de l'audiovisuel. On accompagne aussi à la recherche de stages et d'alternance. On met en place du dispositif de parrainage avec les professionnels et du travail sur des simulations d'entretien. Voilà, des actions, en plus d'un forum annuel également qu'on organise par académie. Vous parliez des établissements, donc on est conventionné en fait avec les académies. On travaille localement, donc on a les académies d'Île-de-France, l'Académie de Lyon, l'Académie Orléans-Tours depuis 2013 et puis plus récemment l'Académie des Hauts-de-France. Alors, on parle effectivement de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça commence aujourd'hui, toute la semaine. Vous avez dit qu'aujourd'hui on a des élèves qui sont dans l'établissement pour découvrir France 3 Centre-Val de Loire notamment. Qu'est-ce qui va être mis en place cette semaine, pour cette semaine justement ? La mise en place de notre dispositif d'action. Donc je vous le disais, aujourd'hui on a un forum handicap sur Villeneuve d'Ascq, la visite d'aujourd'hui dans vos locaux. Dans la région, il y aura autre chose ? Dans la région, bien sûr, il y aura autre chose, effectivement. Donc on a aussi demain une exploration des métiers, ce qu'on appelle exploration des métiers, une visite pour découvrir les métiers de la comptabilité et de l'expertise comptable à Tours, au sein d'Inextenso. On a également une après-midi de sensibilisation mercredi avec le collectif Travailler ces différences qui aura lieu place Louis XII à Blois. Et puis enfin jeudi, on aura encore une visite d'entreprise chez Storengy avec la découverte des métiers du stockage de gaz, donc à Chemery. L'objectif aussi dans tout ça, c'est vraiment de montrer à ces élèves qu'ils peuvent avoir de l'ambition, qu'ils ont le droit de croire vraiment au travail. C'est ça l'objectif. Effectivement, on croit. Notre philosophie, c'est que par la rencontre avec des personnes qui travaillent effectivement dans les milieux professionnels, des personnes qui rencontreraient forcément pas tous les jours. Leur dire que les portes sont ouvertes. Exactement. Et d'ouvrir le champ des possibles. Pour faire écho à ce que vous venez de dire, Charlie, est-ce que justement vous rencontrez des difficultés pour les aider à faire des formations dans des secteurs qui recrutent ? Je pense notamment à la restauration qu'on cite souvent comme des secteurs qui ont besoin de recruter. Est-ce que vous parvenez à ça, à les faire entrer dans des cursus
Alors, vers ces voies-là? Nous, on n'accompagne pas à la recherche de formation. On est vraiment un réseau pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir faire des expériences dans des entreprises ou chez des employeurs qu'ils n'auraient pas. C'est comme un LinkedIn, on va dire. Vous mettez en réseau. Mais éventuellement, dans des secteurs, je parlais des secteurs qui recrutent, est-ce que du coup, les secteurs qui recrutent sont... Alors, on a l'hôtellerie-restauration, effectivement, mais pas que. Mais après, voilà, on essaye d'aller sur les choix du jeune. Voilà, en premier lieu, qu'il puisse découvrir ce qu'il a envie de découvrir et se faire une véritable impression du métier. Et ainsi, soit poursuivre, soit se dire c'est pas du tout ce que j'avais imaginé et donc faut peut-être que je change de voie. Dernière question, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu un effort réellement de fait dans les entreprises ou au sein des formations ? Alors oui, de plus en plus. Maintenant, il faut qu'on fasse encore mieux. Oui. Le handicap, c'est pas qu'une seule semaine dans l'année. Nous, on travaille 52 semaines dans l'année, tous les jours. Mais en tout cas, oui, il y a de plus en plus d'initiatives, que ce soit au niveau des établissements, au niveau des employeurs également, qui se mettent de plus en plus en route, même des plus petits employeurs qui peuvent de l'évolution aussi dans le recrutement, la finalité. C'est ça. La finalité, c'est le recrutement. Est-ce que ça augmente ça? Est-ce que c'est une belle évolution? Alors, ça a tendance à augmenter, mais c'est pas assez. C'est pas assez significatif. Bon, en tout cas, il y a plein de choses de mises en place cette semaine. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été notre invitée. Le site internet à visiter dès maintenant, www.arpege.com. Il y a toutes les infos sur cette semaine notamment. On va retrouver une dernière fois Héloïse qui, depuis ce matin, nous fait découvrir ce musée de l'imprimerie. Vous êtes à Malesherbes, dans le Loiret. Dites-nous comment venir découvrir ce musée, Héloïse. Eh bien, c'est très simple. C'est ouvert toute la semaine, sauf le lundi où c'est réservé pour les groupes ou pour nous, comme ce matin. Et je voulais que vous notiez dans vos agendas une animation autour des contes qui aura lieu ce dimanche après-midi. Faut pas hésiter à aller voir sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'événements qui se déroulent ici. Et puis, il y a aussi le site internet de l'AMI. Regardez, je vous fais un petit cadeau pour la fin. Parce que Vincent m'a tout préparé. On est côté atelier typo. Et regardez, c'est pas beau ça? C'est mon œuvre. Merci, une artiste est née ce matin. Merci beaucoup Héloïse. On vous retrouve demain à 9h50 évidemment. Et puis nous aussi, on se retrouve demain 9h50 sur France 3 Centre Val de Loire. Bonne journée, ciao.